Bienvenue sur Balance ton fleu, le podcast qui vous fait découvrir la pluralité du monde du français langue étrangère. Nous sommes Lisa et Zoé, toutes les deux formatrices en FLE et actuellement basées en Allemagne. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les différentes facettes du FLE, car c'est un domaine où l'on a toutes et tous un parcours singulier qui vaut la peine d'être partagé. Il s'agit aussi d'un domaine éminemment politique, à la croisée de plusieurs disciplines telles que la sociolinguistique et la didactique. C'est pourquoi nous aborderons ces questions passionnantes sous différents formats, portraits, témoignages ou encore débats. Par ailleurs, si vous souhaitez partager votre expérience avec nous, vous pouvez nous contacter à bonjour@balancetonfleu.fr. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et peut-être même de vous inviter à partager un moment audio avec nous. Que vous soyez étudiant ou enseignant, curieux ou passionné, rejoignez-nous dans cette belle aventure linguistique. Aujourd'hui, 20 mars 2022 et journée internationale de la francophonie, nous nous retrouvons avec un nouvel invité que nous sommes ravis d'accueillir, Monsieur Samir Bayrich, qui est notamment professeur de linguistique et directeur de recherche à l'Université de Bourgogne pour nous parler de néothénie linguistique. L'enregistrement de ce podcast a eu lieu dans un contexte assez particulier, puisqu'une vingtaine de personnes, majoritairement des doctorants en sciences du langage, ont pu assister à cet échange en direct. Mais qu'est-ce que la néothénie linguistique ? Eh bien, la néothénie linguistique est un modèle interprétatif qui décrit le rapport qu'entretiennent les individus avec la ou les langues qu'ils parlent. On vous en dit plus tout de suite. Bonne écoute ! Bonjour Monsieur Bayrich, vous êtes professeur de linguistique, directeur de recherche à l'Université de Bourgogne et aussi responsable du master en sciences du langage que j'ai eu l'honneur de suivre. Mais avant de parler de tout ça, de votre travail, que diriez-vous si vous deviez vous présenter sans parler de votre métier et de vos recherches ? Bonjour madame. Avant tout, je vous remercie de cet accueil et de l'invitation. C'est un immense plaisir de vous retrouver. Vous êtes une de nos anciennes étudiantes et retrouver quelqu'un qui porte dorénavant un de nos diplômes, c'est en soi un plaisir. Puis, je tiens à vous remercier d'avoir accepté la participation d'un certain nombre de personnes que j'ai eu la liberté d'inviter. Eh bien, pour répondre à cette première question, il est toujours un peu délicat de parler de soi-même, d'évoquer sa propre nature humaine, de dire devant les autres qui nous sommes et ce que nous faisons ici. Mais enfin, puisque je suis tenu de répondre, je me contenterai peut-être d'une épithète brève, double épithète peut-être, à savoir, je me définirai volontiers en termes de philanthrope et de glossophile. Très bien. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de néothénie linguistique. Alors, vous êtes glossophile, ça annonce quand même la couleur. Et alors, cette néothénie linguistique, qu'est-ce que c'est ? Pour quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler, comment vous résumeriez cette théorie, si je puis dire ? Bien, la définition la plus sommaire de néothénie linguistique sera la suivante. Théorie du locuteur inachevé. Je m'explique, l'accent est mis sur cette notion d'inachèvement, car en effet, à la différence de beaucoup d'autres théories dans l'histoire des idées linguistiques, celle-ci, donc la néothénie linguistique, pose un principe simple, qui est donc le suivant. Aucun être humain ne saurait parler une langue quelconque de manière parfaite, véritablement entière et complète. Par conséquent, le critère de perfection linguistique, je dirais même le pseudo-critère de perfection linguistique, s'estompe au profit du critère de ce que j'appelle de suffisance énonciative. Nous pourrions ajouter ceci à partir de ce socle interprétatif qui est celui de la néothénie biologique, car encore une fois, mon approche tire son origine d'une théorie plus ancienne en sciences naturelles, à savoir la néothénie biologique. Eh bien, à l'instar de celle-ci, l'accent est mis sur la notion d'incomplétude
d'inachèvement. J'essaie de tirer un parallélisme entre les deux néothénies, l'une biologique, l'autre linguistique, à savoir, pour celle-là, l'être humain est frappé d'incomplétude. Nous nécessitons à la naissance un laps de temps relativement long avant d'acquérir les principales fonctions biologiques qui sont les nôtres: marcher, se tenir debout, être autonome, acquérir les savoir-faire quotidiens et ainsi de suite. Pour ce qui est de celle-ci, eh bien, l'être locuteur ne parle, pour voir les choses de manière rigoureuse, ne parle jamais entre la naissance et l'échéance, c'est-à-dire la mort, de manière parfaite. Mais il ne faut en aucun cas que cela inquiète les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas initiés à la néothénie. L'absence de perfection linguistique ne diminue en aucun cas notre plus grande particularité, à savoir user de la faculté langagière pour communiquer, pour articuler nos pensées et ainsi de suite. Par conséquent, le concept de suffisance énonciative qui s'oppose aux critères de perfection signifie grosso modo ceci: si je suis normalement constitué et si je suis linguistiquement adulte, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans, eh bien, je parviens, entre guillemets, à tout dire et je comprends ce qu'on me dit. Et alors, dans cette perspective, pourquoi des notions comme des notions très, très ancrées, comme langue maternelle, langue étrangère, n'ont plus lieu d'être? En matière de sciences, nous nous gardons d'imposer ex cathedra un avis et encore moins d'écraser ou de ne pas prendre en compte les avis des autres. Cela veut dire que les termes dont vous faites mention et donc sur lesquels je vais me prononcer, ce n'est pas vraiment qu'ils n'ont pas lieu d'être. Encore une fois, ne soyons pas autoritaires dans ce que nous entreprenons. Essayons d'être plus précis. Ces termes, permettez-moi d'élargir quelque peu votre liste: langue maternelle, langue étrangère, langue seconde, locuteur natif, traduction française de native speaker, apprenant et ainsi de suite. On s'aperçoit, dès que l'on s'intéresse à des modèles interprétatifs comme le mien, que ces termes n'apportent aucune rigueur scientifique. En d'autres termes, ils partent d'un constat qui est simple, je dirais simplificateur, je dirais encore réducteur. Il suffit de décortiquer ne serait-ce que l'étymologie de chacun des termes, ou bien il suffit de regarder de plus près pour s'apercevoir que, au fond, ce sont ce que j'appelle des semi-notions. J'allais presque dire des demi-portions. Je m'explique là encore. Le terme langue maternelle ne renvoie pas du tout, du moins pas nécessairement, à une langue que je me suis appropriée en évoluant auprès de ma mère, fût-elle biologique ou autre. De même, le terme langue étrangère ne résiste pas à l'examen scientifique, lui non plus, car la notion d'étrangeté devient et demeure trop floue. Voyez-vous, le caractère étranger d'une langue où la dénomination langues étrangères bénéficie d'un appui qui est davantage politique que scientifique. La notion latine de alius, alienum, fut dans l'histoire des communautés linguistiques, communautés nationales, une sorte de barrière, une sorte de méfiance, parfois de mépris pour celui qui vient d'ailleurs, qui est différent et qui, in fine, s'exprime dans une langue qui nous est étrangère, c'est-à-dire que nous ne comprenons pas. Au point de vue strictement néothénique, l'adjectif étranger, ou sa forme du féminin étrangère, au sein de la dénomination langues étrangères, n'a pas droit de citer. J'ai l'habitude de parler de langue. Lorsque j'évoque les langues, eh bien, je me contente de dire les langues. Je n'ajoute jamais l'adjectif étrangère.
car, encore une fois, je n'en vois pas l'utilité. Puis, à partir de la question étranger à quoi, étranger à qui, voyez-vous, très vite, une fois de plus, on se rend compte que c'est un terme qui a été conçu par des non-spécialistes pour aller plus vite, pour faire simple, au fond, pour ne pas trop nous compliquer la vie. D'ailleurs, aucun de nous n'est un tyran, j'espère, moi non plus, à savoir, dans la vie de tous les jours, je puis, dans telle circonstance ou dans telle autre, moi-même, dire langue étrangère, mais dès lors que je rejoins un cadre scientifique, un cadre qui se veut, on va dire, sérieux, c'est-à-dire soucieux d'examiner les choses avec exactitude, eh bien, je pars aussitôt à la recherche d'une plus grande rigueur. C'est pour cela, et je termine, que les termes proposés par la néoténie linguistique correspondent mieux, me semble-t-il, aux réalités dans lesquelles nous vivons. Et je voudrais compléter votre réponse par une autre question. Oui. Est-ce que ces notions, donc, elles manquent de rigueur scientifique, certes, mais est-ce qu'elles sont aussi discriminantes selon vous, notamment à l'embauche? Voyez-vous, vous prêchez à un convaincu. Et si vous me permettez, les gens qui nous écoutent, parmi eux, collègues à moi, mes doctorants, j'en suis certain, ils s'apprêtent à souscrire à ce que je vais vous dire. En effet, nous sommes parfaitement en mesure et en droit de parler de discrimination. Pour tout vous dire, la très sérieuse Commission européenne a fait promouvoir, à ma grande joie, en 2004 ou en 2005, je risque de me tromper pour l'année, des projets de loi qui, pour faire simple, interdisent dans le monde de l'embauche tout terme susceptible d'être discriminatoire. Pour les domaines qui nécessitent l'idée de vérifier les compétences linguistiques, l'identité, l'appartenance linguistique des candidats, eh bien, les termes, ceux dont nous venons de parler, à savoir, une fois de plus, langue maternelle, langue étrangère, locuteur natif, sont prohibés. Nous parlions de liens, je puis vous envoyer plusieurs liens qui conduisent donc au site de la Commission européenne et qui, encore une fois, demandent à tous les pays membres et signataires des différentes déclarations de respecter de manière scrupuleuse ces recommandations qui, encore une fois, consistent à éviter toute démarche discriminatoire. La Commission européenne peine en même temps, si je puis dire, à proposer des termes qui pourraient se substituer aux termes qui fâchent. Sans aller plus loin, je cite de mémoire le terme langue maternelle. Eh bien, la Commission propose de parler plutôt de parfaite maîtrise de la langue. J'ajoute, et j'en resterai là, le jour où j'ai pris connaissance, moi, le premier, de l'existence de ces projets de loi, eh bien, je n'hésite pas, bien au contraire, à renvoyer qui de droit à ces textes, notamment lorsque je reçois en ma qualité de responsable du master FLEAL, dont vous êtes diplômé, chère Zoé. Donc, je renvoie à ces sites pour que les différentes offres de stage, offres de poste évitent de discriminer de la sorte. J'ai suivi votre cours de sociolinguistique dans le cadre du master FLEAL et il y a eu un concept que vous avez évoqué qui m'a beaucoup marqué, peut-être parce que je suis germaniste, c'est le Sprachgefühl. Qu'est-ce que le Sprachgefühl et qu'est-ce que ça veut dire pour nous, locuteurs inachevés et aussi enseignants de langue? Oui, ce beau terme d'expression allemande, je l'emprunte à l'érudit Gelehrter que fut Wilhelm von Humboldt. Ce dernier est d'ailleurs, on peut le dire, presque un précurseur ou un des précurseurs de mon approche en matière de sciences du langage, car la quasi-totalité de ses convictions rejoignent les principes néoténiques. À partir de ce terme que l'on traduit, n'est-ce pas, très facilement en français par
comportement linguistique. Je favorise le terme allemand, ne serait-ce que pour rendre hommage à ce grand philologue et philosophe d'expression allemande. En somme, chacun d'entre nous se comporte linguistiquement, pour emprunter cette fois une voix pronominale, se comporter. D'ailleurs, d'autant plus que vous venez de parler de socio quelque chose, sociologie ou sociolinguistique, le verbe se comporter habite le lexique français. Se comporter, comme se laver le visage, se lever, et ainsi de suite. Je me contente d'ajouter l'adverbe, à savoir se comporter linguistiquement. Cela signifie suivre le vouloir dire de la langue, et ceci de manière plutôt inconsciente, à chaque fois que le cerveau, l'hémisphère gauche, éprouve un besoin énonciatif. Comme disait Roland Barthes, la langue nous dicte sa loi. Lorsque je parle une langue, quelle qu'elle soit, en somme, ce n'est pas moi qui parle, c'est elle, la langue, qui s'exprime à travers mes organes articulatoires, mon esprit, celui du locuteur que je suis. Du coup, le concept de Sprachgefühl n'est rien d'autre que cette spontanéité énonciative qui me sert aussi bien de guide que de repère dans tout ce que j'entreprends dès lors que je deviens acteur de la communication, de l'énonciation. Et pour être l'espace d'un instant un peu plus savant, peut-être, encore une fois, si vous le permettez, en termes guillaumiens, beaucoup de personnes qui nous écoutent savent qui était Gustave Guillaume. Eh bien, en termes guillaumiens, le Sprachgefühl se situe du côté du discours, tandis que le concept de vouloir dire réside en langue. Dès lors, j'évoque par ces propos la célèbre dichotomie langue versus discours. Et je termine en rappelant que le Sprachgefühl conditionne le discours, nos attitudes discursives. J'ai écouté la radio mercredi matin, France Inter, et l'interviewé était Nikos Aliagas. Donc on peut contester ses choix d'émission, mais en tout cas, il est franco-grec, il a grandi en langue grecque en France. Et l'animatrice lui disait est-ce que taire sa langue maternelle, donc en l'occurrence le grec, c'est taire une identité et taire le pays qui fait mal, la langue du pays qui fait mal. Il a répondu, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, il a répondu « on ne devient pas un autre quand on parle une langue ou une autre, mais on se donne le droit de choisir, supposé de droit de choisir son identité. » Affirmatif, comme disent les soldats francophones. Oui, j'ajouterais à cette belle déclaration de l'animateur Nikos Aliagas ceci. D'ailleurs, cet ajout se marie bien avec la circonstance parce que mes propos renvoient à une autre personne qui, à l'instar de celui dont nous parlons, présente un bilinguisme français versus grec. C'est l'écrivain franco-grec Vassilis Alexakis. Je suis certain que Nikos Aliagas est un lecteur de l'œuvre littéraire de ce grand écrivain qui, toujours pour faire simple, se traduit lui-même. Il lui arrive donc d'écrire en français avant de se traduire en grec ou inversement d'écrire en grec avant de traduire lui-même le texte en français. Oui, si j'évoque ce nom, cet écrivain, c'est parce qu'il répond certainement mieux que moi-même à la question posée et qui, grosso modo, renvoie une fois de plus à l'identité, à l'énigmatique notion d'identité. Qui sommes-nous à partir de ce socle définitoire qu'est l'identité? D'ailleurs, avant tout, il est difficile de définir l'identité tout court. Puis, par ricochet,
il n'est pas moins facile de connaître l'identité linguistique. Ceci pour la raison suivante, et c'est un des principes fondateurs de la néoténie linguistique, le monolinguisme est la chose la plus naturelle au monde, au même titre que les autres caractéristiques biologiques, sociales, sentimentales et autres de l'être humain. Être monolingue entre la naissance et la mort, eh bien, voici un processus, une propriété dont il n'y a rien à dire. À savoir, de même que j'ai une tête plutôt que deux jambes plutôt que trois, j'ai une langue. Et je peux parfaitement vivre ma vie étant locuteur d'une seule langue. Or, il se trouve, et d'ailleurs les linguistes saluent cet état des choses, que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs le nombre augmente au fil du temps, beaucoup d'entre nous pouvons dire que nous avons, heure ou malheur, décidé de ne pas être monolingue et donc de nous éloigner du monolinguisme. À chaque fois que quelqu'un s'éloigne du strict monolinguisme et devient donc locuteur de plus d'une langue, il est confronté à ce que disait Nikos Aliagas, à savoir à l'altérité, à cet autre qui est quelque part, qui se cache dans notre fort intérieur et qui nous rend différents de ceux qui, encore une fois, restent strictement monolingues. Pourtant, je me contredis au moins légèrement, et si je me contredis, c'est simplement parce que le nombre de personnes dont nous pourrions dire avec la plus grande rigueur qu'elles sont parfaitement monolingues, c'est un mythe, c'est d'ailleurs un fantasme. Fut un temps, si nous remontons dans l'histoire de notre espèce, et de surcroît si nous rejoignons l'hominidé, qui est notre lointain cousin, nous saurons qu'à une époque très lointaine, le monolinguisme était plus que monnaie courante. C'était la seule chose qui caractérisait nos ancêtres. Mais à l'heure actuelle, et encore une fois, plus nous avançons dans le temps, plus nous nous éloignons du strict monolinguisme. Je termine, je deviens bavard. La notion d'altérité évoquée par l'animateur, dont vous parlez si bien, elle est au centre des préoccupations, non seulement de la néoténie linguistique, mais de la communauté des linguistes tout court. Ma dernière question, et peut-être la question la plus épineuse, c'est est-ce que la néoténie linguistique, la théorie du locuteur inachevé, trouve un écho dans le fameux CECRL, cadre européen commun de référence pour les langues? Naturel. Naturel, oui. Et j'ajoute naturel. Et si ce n'est pas le cas, si elle ne trouve pas d'écho dans ce système, quelles seraient les pistes, selon vous, pour inclure cette théorie du locuteur inachevé dans ces niveaux A, B, C? Oui, nous y sommes. En effet, nous parlions de cela tout à l'heure, et il y a à peine des jours, j'en parlais dans un de mes cours en Master 1 devant les étudiants de sciences du langage. Comment dire les choses en l'espace de quelques minutes? Essayons d'aller à l'essentiel. Le cadre européen est une sorte de mal nécessaire, un peu comme, si vous voulez, si je puis tenter une comparaison un peu lointaine, un peu comme la démocratie. Quelqu'un disait hier sur France Culture que la démocratie n'était rien d'autre qu'une dictature à très court terme. Du moins, nous savons que la démocratie est en effet un mal nécessaire car nous ne connaissons rien de meilleur pour substituer à ce que nous appliquons. Eh bien, par ricochet, le cadre européen fournit, procure des éléments de réponse que personne, aucun linguiste qui se respecte ne devrait contester dans son intégralité. En d'autres termes, ce que nous découvrons à travers les strates, à travers les descriptifs qui, eux, accompagnent chacun des niveaux entre A1 et C2, c'est une manière de parler de nos compétences linguistiques et, ce faisant, de commettre des erreurs, ou plutôt des insuffisances, des déficits, des inédits, des paramètres qui mériteraient
davantage de rigueur, qui au moins mériterait d'être développé. Voici 2 exemples. Un premier exemple, donc chacun des niveaux est accompagné d'un descriptif. Dès que l'on s'intéresse au contenu de ces descriptifs, on s'aperçoit que malgré tout, ça reste sommaire. Cela ne répond pas suffisamment à ce que nous devons savoir avant de nous prononcer, avant de prendre des décisions et ainsi de suite. Quelle que soit la longueur des textes, des descriptifs qui, encore une fois, sont là pour s'ajouter au choix, nous ne parvenons jamais à recevoir l'ensemble des informations dont nous avons besoin, car je rappelle que l'acte de langage est un processus d'une complexité sans précédent et d'une complexité incomparable à quoi que ce soit. Un second exemple, le niveau C2, ce qui est considéré comme le top, c'est-à-dire le terminus quo. Et à partir de là, il n'y a plus de chemin à faire. Un collègue et ami sinologue, Joël Bellassène, me disait ce matin dans un entretien téléphonique très agréable, oui, en effet, le niveau C2 souhaite nous faire croire que c'est grosso modo l'équivalent de ce que l'humanité appelle, et en effet le terme est là, locuteur natif. Il suffit, une fois de plus, de regarder de plus près pour comprendre qu'il n'en est rien. Je dis parfois avec une dose d'humour à mes étudiants, beaucoup de personnes monolingues, parfaitement normales, des personnes normalement constituées, si d'aventure ces personnes étaient obligées de passer un test de langue niveau C2, je rappelle personnes monolingues, eh bien, je vous garantis, et je défie quiconque de me contredire, que ces personnes seraient récalées, c'est-à-dire ne parviendraient pas à passer le dit examen avec succès. Ce qui, encore une fois, nous permet de savoir que c'est là que réside un des déficits de ce cadre. Mais, et j'en resterai là pour un nouveau rappel, avant la mise en place du CECRLN, nous n'avions rien. Nous avions des qualificatifs flous, genre débutant, faux débutant, moyen, avancé. Bref, ça nous donnait encore moins d'éléments de réponse. Et donc, il est vrai qu'avec le CECRLN, il nous est possible dorénavant, ma foi, d'en savoir un peu plus. Oui, effectivement, cette faiblesse du CECRLN que vous évoquiez, on la remarque en pratique directement avec, par exemple, alors moi, mon papa est menuisier, il est amené à travailler avec pas mal de personnes issues de l'immigration, des Portugais, des Égyptiens, qui parlent très bien français. Parfois, on pourrait croire que ce sont des locuteurs natifs, mais ils n'ont pas, disons, à l'écrit du moins, l'instruction nécessaire, j'ai envie de dire, pour passer ce niveau C1, C2 qui, quand même, renvoie à un certain niveau académique. Oui, et en effet, d'ailleurs, je rebondis sur vos bonnes paroles. Il est là le paradoxe, l'un des plus grands paradoxes du cadre, ce que vous nommez à juste titre niveau académique. Les 2 dernières strates, donc C1, C2, s'inscrivent dans une langue de type académique, souvent universitaire, et ainsi de suite. Or, nombre d'êtres locuteurs vivent et pratiquent une langue sans jamais verser dans la dimension académique de notre existence. Au risque de caricaturer mes propos, pourtant je ne pense pas chercher midi à 14h, un paysan bourguignon, avec tout le respect, tout l'amour que nous avons pour nos paysans et d'ailleurs pour les paysans du monde entier, qui cultivent la terre, qui est peu instruit au point de vue livresque, eh bien, ces activités quotidiennes, ces activités tout court, ne renvoient jamais à cette dimension académique comme nous la nommons, ce qui consiste à croire que cet aspect de la vie échappe à ces êtres humains, mais ils n'ont en aucun cas, ils n'ont pas moins de mérite que vous et moi, que quelqu'un d'autre. Et donc, du coup, soumettre un paysan bourguignon à un test de langue niveau C2,
c'est d'emblée le condamner. Or, nul besoin pour ce paysan et pour d'autres d'exceller en se soumettant à ce type de test pour prouver qu'il parle la langue, c'est-à-dire qu'il existe dans cette langue. Le temps ne nous a pas permis de développer, c'est pourquoi je remédie un peu à ce petit oubli. Un autre principe fondateur de cette assise théorique, à savoir la néoténie linguistique, c'est donc d'estimer que parler une langue signifie ipso facto exister dans cette langue. Chacun d'entre nous parle au moins une langue et, par ricochet, existe dans cette langue. Notre paysan bourguignon parle donc le français et il existe en français. Et si d'aventure il est refusé à l'examen au test de langue niveau C2, eh bien il nous répondra, permettez-moi une petite dose d'humour, « Vain Dieu, c'est pourtant ma langue ». Merci beaucoup en tout cas pour tous ces premiers éléments de réponse. Effectivement, on pourrait en parler pendant des heures. Donc merci beaucoup. Merci d'écouter et de soutenir notre podcast. N'hésitez pas à nous suivre et à réagir via nos réseaux sociaux. Nous sommes présentes sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pour aider le podcast à se faire connaître, vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. Et si vous souhaitez en savoir plus sur Balance ton Fleu et recevoir du contenu exclusif, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et consulter régulièrement notre site internet www.balancetonfleu.fr. Vous pouvez également nous contacter par email à l'adresse bonjour@balancetonfleu.fr. Côté technique, Karma Instru a réalisé la bande-son et Aude Langlois le mixage. Les liens vers leur réseau sont en barre d'infos.